Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation du Mouvement européen dans le cadre de ces entretiens européens du Grand Est. Donc, le Mouvement européen, nous sommes une association transpartisane engagée en faveur de la construction du mouvement européen dans le Grand Est. Donc, nous avons été créés il y a 72 ans sur les ruines de l'Europe de l'après-guerre. Et donc, nous fédérons de nombreux militants et associations autour de l'action, de la pédagogie, du débat en faveur de l'Europe et du plaidoyer pour la promotion de la citoyenneté européenne. Nous sommes présents dans les 27 pays de l'Union, plus de 10 autres pays. Voilà, donc ce qui fait de nous le premier acteur de la société civile européenne en France. Enfin, donc, nous avons décidé d'organiser ce cycle des entretiens européens du Grand Est qui permet de rencontrer différents candidats à la présidence de la région du Grand Est. Donc, cette rencontre est organisée par les 6 sections du mouvement européen du Grand Est. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous présenter. Donc, vous êtes né dans notre région, à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. Donc, vous avez fait un parcours politique auprès des Verts, du Parti socialiste, puis de Génération, ce qui vous a conduit à être ministre de la Culture entre 2012 et 2014. Vous avez également été député de la Moselle entre 2007 et 2012, puis de 2014 à 2017, puis conseillère générale de Moselle et conseillère municipale de Metz entre 2012 et 2014. En parallèle de votre carrière politique, vous avez une carrière en tant qu'écrivain et essayiste. Vous avez notamment rendu un hommage à la classe ouvrière issue de l'immigration de Lorraine industrielle dans votre premier roman, Les derniers jours de la classe ouvrière, qui a été paru en 2003. La dimension européenne marque votre famille puisque votre grand-père, qui était un immigré italien antifasciste venu travailler dans les mines de fer de Lorraine, a été déporté. Il a été résistant et il a été déporté au camp de concentration de Bergen-Belsen où il est mort en 1945. Depuis octobre 2020, vous dirigez la Vina Finali, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à Florence, une propriété de la chancellerie. Pardon? Oui. J'ai fait un trimestre. Ah, vous avez fait un trimestre, bon, voilà. Donc, qui était une propriété de la Chantellerie des Universités de Paris qui a pour vocation d'accueillir les chercheurs et d'organiser des colloques à Florence. Voilà. Donc, dans le cadre des élections régionales, vous conduisez la liste L'Appel inédit qui réunit plusieurs partis de gauche, notamment la France Insoumise, le Parti Socialiste, Génération S, Place Publique, Allons Enfants et des membres de la société civile. Voilà. Donc, nous allons vous poser quelques petites questions introductives. Selon vous, Madame Filippetti, quels sont les atouts du Grand Est pour rayonner en Europe? Comment promouvoir ce territoire qui reste très, très abstrait pour les citoyens de la région et puis également en dehors de nos frontières? Alors, merci beaucoup de votre invitation. Les atouts du Grand Est, en fait, reposent énormément sur son aspect transfrontalier. Et nous sommes la seule région à avoir des frontières avec 4 pays différents. Donc, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Nous sommes aussi une région qui a été une grande région d'immigration, avec effectivement des immigrations au départ européennes, belges notamment, puis italiennes, polonaises, beaucoup, puis Afrique du Nord, un peu Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, mais nous sommes une grande région d'immigration. Et donc cette ouverture transfrontalière est ancrée dans l'identité du Grand Est. Par ailleurs, on est une région qui a été marquée par l'histoire, qui a été marquée par les guerres, les conquêtes et le déplacement des frontières qui a rythmé d'une manière tragique, notamment l'histoire du 19e et 20e siècle. Et ça, évidemment, d'avoir été comme ça déchiré entre la France et l'Allemagne, mais avec des liens très forts avec le Luxembourg, la Belgique, nous avons finalement acquis, je pense, un sentiment d'abord du tragique, de l'histoire, et aussi une capacité de résistance et un sentiment d'attachement très fort, à la fois à notre pays, la France, et en même temps à ce qui a fait justement la douleur
d'en être pour une partie arrachés, et même ceux qui étaient, je dirais, restés du côté français ou qui avaient fait le choix de la France et qui ont parfois quitté l'Alsace et la Moselle pour rentrer, entre guillemets, du côté français, ben, ont amené avec eux cette nostalgie justement de la patrie perdue. Donc il y a un rapport à la frontière qui est très particulier dans le Grand Est et je pense qu'on ne le retrouve nulle part ailleurs en France. D'accord. Et justement, par rapport à ce passé, comment vous positionnez-vous pour construire l'avenir? Comment entendez-vous travailler avec les régions européennes voisines? Sur quel sujet souhaitez-vous avancer avec elles? Alors d'abord, moi j'avais travaillé avec la ministre-présidente de Sarre à l'époque, Annegret Kramp-Karrenbauer, quand j'étais ministre de la Culture, et sur des échanges culturels entre la région Lorraine à l'époque et la Sarre, à l'intérieur de la grande région. Je suis favorable à ce qu'en fait, on enseigne les langues de nos voisins allemands, luxembourgeois, que la région fasse, en fait, fournisse à tous les jeunes et à tous les salariés qui veulent se convertir professionnellement ou bien se former, qu'on leur fournisse la possibilité d'apprendre de manière publique, d'apprendre la langue de nos voisins. C'est important d'un point de vue professionnel et c'est aussi important pour bien se comprendre. Il fut une époque où, en fait, en Alsace, mais aussi beaucoup en Lorraine et en particulier en Moselle, moi, ma grand-mère parlait allemand couramment et elle parlait luxembourgeois, allemand, italien et français. Et tout ça sans avoir fait d'études. Et beaucoup, et à Audintisch, où j'ai grandi, tous les gens d'un certain âge, quand j'étais petite, parlaient l'allemand. Je pense que l'enseignement des langues doit être notre priorité. Et la région a son mot à dire là-dessus. Je sais, alors la collectivité européenne d'Alsace a eu des compétences en matière de défense de la langue alsacienne et de promotion de l'alsacien, mais la région Grand Est doit être pilote pour, au fond, compléter l'enseignement de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas de se substituer à l'éducation nationale, il s'agit de compléter avec un renforcement dans l'enseignement des langues de nos voisins. Premier point. Deuxième point, la question du travail transfrontalier à l'intérieur des instances qui existent, grandes régions et autres. Il faut absolument qu'on ait un travail sur la question, par exemple, des transports, parce que les transfrontaliers, qui sont plusieurs dizaines de milliers chaque jour, doivent avoir des transports, à mon sens, gratuits par le train, pour que l'on évite les bouchons, qu'on évite la pollution atmosphérique par les énergies fossiles. Donc, qu'on investisse ensemble, en définissant nos priorités ensemble, pour permettre aux travailleurs transfrontaliers de se déplacer par le train d'une manière gratuite et avec des bonnes conditions. Aujourd'hui, sur le sillon mosellan, les TER qui vont vers le Luxembourg sont souvent archibondés, on fait payer les parkings dans les gares, donc c'est très désincitatif, et parfois les gens préfèrent faire, même s'ils ont 1 heure et demie d'embouteillage, ils préfèrent prendre leur voiture pour des questions un peu de confort et de praticité. Donc il faut qu'on arrive à transformer ces flux en flux par le train. Ensuite, il y a la dimension culturelle qui m'importe évidemment énormément. En 2022, Esch-sur-Alzette sera capitale européenne de la culture, avec un projet qui est intéressant puisqu'il intègre justement cette dimension européenne, transfrontalière, historique. Donc la dimension culturelle est très importante. À Sarrebruck, on a la maison de la culture européenne, on a des instruments qui nous permettent de développer encore davantage les échanges. Moi, je souhaite que les compagnies du Grand Est, les compagnies de théâtre, les compagnies de musique tournent et qu'on ait en fait un système de diffusion culturelle qui se déploie par-delà les frontières, je dirais, comme ça doit être le cas dans l'espace européen et en particulier dans notre cœur, dans notre cœur vivant de l'Europe. Enfin, en matière de formation professionnelle, j'ai parlé des langues, mais évidemment, il y a aussi toute une politique de filière de formation à repenser, car on le sait, heureusement, grâce au travail transfrontalier,
on nourrit beaucoup de nos compatriotes du Grand Est qui travaillent soit en Allemagne, soit au Luxembourg, parfois en Belgique, en Suisse. Mais c'est important qu'au fond, il y ait on intègre cette dimension-là dans la formation professionnelle. Alors, en même temps, il ne faut pas que ce soit désincitatif parce que souvent les salaires sont meilleurs de l'autre côté de la frontière. En France, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, voilà, sur ces questions-là, sur ces questions, quelles sont les bonnes formations, de quoi on manque, telle matière, comment améliorer voilà, la formation. Et puis, bon, le développement économique, il y a aussi évidemment beaucoup de choses à faire en matière, par exemple, énergétique. Je pense qu'il n'y a pas de politique d'énergie renouvelable digne de ce nom qui s'arrête à la frontière. On doit évidemment travailler ensemble sur les réseaux énergétiques, les réseaux électriques, pour pouvoir affronter ensemble un certain nombre de questions. Je ne veux pas envoyer pas soulever toutes les questions, mais bien sûr, il y a des questions, gestion des déchets aussi, etc., gestion de l'eau, qui doivent se traiter dans les instances adéquates. Moi, je regrette au fond qu'on est, on est en 2021 et moi qui ai grandi vraiment à la frontière, hein, j'ai grandi à Oudanti, j'en étais sur la frontière avec le Luxembourg, on passait la frontière tous les jours, j'ai vu la frontière disparaître, ça c'était complètement naturel pour moi, enfin l'espace européen était complètement naturel. Hein. Et en fait, souvent, j'avais l'impression que quand même les responsables politiques lorrains à l'époque voyaient ça de très loin. Et ça, je le regrette beaucoup. Je pense qu'on a pris du retard, mais que, bah, voilà, heureusement, aujourd'hui, on a, avec la région Grand Est, on a un instrument formidable pour travailler et approfondir ces relations transfrontalières. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, cette notion de frontière ou de confins. Notre région Grand Est, c'est une région qui est très vaste. Et justement, vous avez parlé de la vie, de la culture des transfrontaliers. Ceci dit, en dehors de cette zone transfrontalière, peu de citoyens de Grand Est se sentent vraiment européens. Donc, comment diffuser pour vous une culture européenne auprès des citoyens du Grand Est et notamment auprès des jeunes? Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est paradoxal parce qu'en fait, finalement, l'Europe, on la vit beaucoup plus que d'autres hein, au quotidien dans le Grand Est. Mais la culture européenne, je pense que ça passe par justement d'abord l'apprentissage de la langue de l'autre, la multiplication des échanges, l'imprégnation. Enfin, il est dommage qu'on n'ait pas plus de sections dans nos établissements qui soient les sections Abibac. Voilà. On a besoin d'avoir des filières comme ça qui intègrent dès le lycée, mais même avant, hein, la dimension européenne pour familiariser les jeunes à ce qui va être en plus leur quotidien tout au long de leur vie. Donc ça, c'est très important. Moi, à Nancy, j'enseigne à des étudiants à Sciences Po dans le cursus franco-allemand de Nancy. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a en fait moitié d'élèves qui sont français, moitié allemands et même quelques autres qui viennent d'autres pays européens. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit bien, il n'y a pas pas la même manière d'aborder un cours, pas la même manière de se comporter en cours, pas les mêmes systèmes de notation, etc. Et ils s'enrichissent les uns les autres, en fait, hein, à ce contact. Donc, ce qui est dommage, c'est que cet idéal européen, défendu beaucoup par l'OFAGE, bien sûr, en ce qui concerne le franco-allemand, mais doit être aujourd'hui revivifié. Hein, il a été malmené au cours des 10-15 dernières années et donc il faut redonner du peps à cette dynamique-là. Et la région a un rôle à jouer là-dedans. Parce que accueillir, par exemple, des apprentis, des gens qui ne sont pas forcément des jeunes, mais des gens en formation professionnelle, et leur permettre de faire des stages de l'autre côté de la frontière, leur permettre d'apprendre la langue ou d'aller éventuellement travailler pendant des périodes voilà, de l'autre côté de la frontière, c'est très, très enrichissant. Ça permet d'ailleurs de voir ce qu'il y a de concret dans la construction européenne, que ça rend plus facile. J'ajoute qu'il y a la question des soins aussi.
Et on l'a vu pendant la crise du Covid. On a été, heureusement d'ailleurs, on a été aidés par nos voisins qui ont accueilli des malades que la France ne pouvait plus soigner parce que nous étions débordés. Ce système de soins à l'échelle de la grande région, enfin à l'échelle transfrontalière, doit être encore approfondi à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on le sait, il y a certains territoires, je pense à la Moselle-Est par exemple, où on a un vrai problème d'appauvrissement du tissu et de désertification médicale. Et travaillant avec l'Allemagne, travaillant avec Saarbrück, etc., on arrive très facilement à surmonter ces questions. Bon, après, évidemment, ça nécessite des accords administratifs sur les questions de protection sociale, etc., etc. Mais voilà, je pense que c'est par des choses comme ça, concrètes, l'école, les échanges, la culture, hein, je reviens là-dessus, mais c'est essentiel, le soin et oui, la multiplication des échanges, des partenariats, des parrainages, des jumelages entre écoles, entre lycées, entre centres de formation, entre organisations professionnelles aussi. Voilà, on a beaucoup à apprendre de ça et aussi une dynamique à recréer pour l'idéal européen. D'accord. D'autres territoires, sur d'autres frontières, ont mené des projets d'hôpitaux, par exemple, transfrontaliers. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être développé? Je pense à l'hôpital de Puigcerdà avec l'Espagne, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être développé dans le Grand Est? Oui, alors on a un accord avec la SAR hein, sur dans certains domaines pour que justement, je ne sais plus si c'est Saarbrück ou enfin, il y a un accord qui existe, mais effectivement, moi je pense que ça doit être tout à fait encouragé. Dans les faits, d'ailleurs, les gens le font spontanément. Moi, je connais beaucoup de gens qui, quand ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous en France, chez un dermatologue ou un ophtalmo, vont voir un spécialiste au Luxembourg. Donc, la réalité, c'est que ça existe, mais parfois, ça se fait, je dirais, par défaut, et il faut le faire, y compris quand on n'est pas en période de crise, pour voilà, renforcer ce sentiment d'appartenance à une communauté qui est en fait notre réelle communauté de vie. D'accord, très bien, merci. Sinon, je voulais savoir un petit peu, en matière de linguistique, la SAR a instauré une politique très ambitieuse en matière de bilinguisme, où le français est obligatoire pour tous les écoliers en première et en deuxième langue. Euh, Comment vous accueillez cette politique? Est-ce que comment vous souhaitez développer cette ambition de favoriser l'apprentissage des langues dans le Grand Est? Vous en avez parlé un petit peu, mais… Oui, j'en ai parlé un peu parce que moi, je souhaiterais, alors je serais complètement favorable à ça en ce qui concerne le Grand Est, mais la région n'a pas la compétence sur ni les programmes scolaires ni les écoles. Mais ce qu'on peut faire et ce que je souhaite faire, c'est vraiment que la région finance des cours pour justement les lycéens, les apprentis, tous ceux qui sont en formation et qui en formation, donc ça entre pleinement dans le giron de la grande région. Et l'initiative de la SAR est une initiative formidable. Et la France devrait dire merci à la SAR, hein, parce que franchement, ils font beaucoup pour la francophonie en apprenant, en enseignant ainsi le français à tous les enfants de SAR. Et c'est une très, très belle initiative. Ça serait formidable si on pouvait faire la même chose avec l'allemand dans le territoire du Grand Est, enfin au moins dans, je dirais sans doute, sur la base du volontariat dans un certain nombre de départements, mais enfin, en Alsace, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, voilà, ça serait formidable. Et par ailleurs, je pense que l'apprentissage du luxembourgeois serait aussi très utile pour bon nombre de nos compatriotes. Mais je dois dire que moi, j'ai bénéficié quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'avais des cours d'allemand parce que mon enseignant, mon instituteur, parlait lui-même allemand. Couramment, il nous donnait des cours d'allemand. Et il n'y a rien de tel, évidemment, que d'apprendre une langue quand on est enfant. Mais, voilà. Mais c'est très, très important pour l'éveil et vous voyez, l'un des grands regrets quand même que j'ai, c'est de voir que l'Union européenne n'investit plus suffisamment dans le programme Erasmus.
qui est quand même la grande réussite de l'Union européenne en matière de construction, justement, d'un sentiment d'appartenance à cette communauté de destin. Et bon, c'est quand même, voilà, là, il faudrait, surtout maintenant avec la fin de la pandémie qui se dessine, pour relancer une nouvelle dynamique Erasmus++++, et remettre des moyens pour que voilà, tous les jeunes étudiants, apprentis, puissent faire ces échanges, hein, les jeunes artistes aussi, voilà. Bien. On a des questions du public. Miguel, je te passe la parole. Miguel? Ah, bon. Bon. Voilà. Bonjour, Oui. Madame Filippetti, bonsoir. Bonjour. Effectivement, les questions du public commencent à arriver sur les réseaux sociaux. La première question concerne les sièges du Parlement européen à Strasbourg. Les députés européens ont fait leur grand retour après des mois de confinement dans notre région, à Strasbourg. Comment voyez-vous la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg menacée depuis plusieurs années, et d'autant plus avec la crise du Covid? C'est vrai que certains ont voulu utiliser la crise Covid pour porter un coup fatal au Parlement à Strasbourg. Je rappelle que voilà, ce siège du Parlement européen à Strasbourg est constitutif de l'identité de l'Union. Et donc, pour moi, ce n'est pas négociable, c'est extrêmement important. Ça pose un certain nombre de contraintes, évidemment, hein, d'organisation. Enfin, je pense que maintenant, tout le monde est bien habitué à ça. Et par ailleurs, il faut éviter de tout centraliser à Bruxelles parce qu'il est bon qu'il y ait une diffusion des instances de l'Union européenne ailleurs qu'à Bruxelles. Sinon, on va recréer ce qui est un peu le péché originel en France, en tout cas, hein, c'est que tout a été pendant trop longtemps très centralisé à Paris. Donc, il ne faudrait pas que l'Union européenne suive le même chemin qui conduit à une forme de bureaucratisation accrue, de centralisation accrue, d'éloignement. Donc, voilà, moi, je suis évidemment très heureuse que les députés européens fassent leur retour aujourd'hui à Strasbourg. Parfait. Sinon, donc, on va revenir aussi sur une petite question, alors qui est un peu plus technique. La région Grand Est est autorité de gestion des fonds européens sur le territoire. En France, bien souvent, la gestion est pointée du doigt avec certains fonds très peu consommés ou mal utilisés. Dans le nouveau cadre budgétaire pluriannuel européen 2021-2027, comment souhaitez-vous mobiliser les fonds de la région en matière de fonds européens, donc le FEDER, le FEADER, le FSE, au service de quelle politique et quelle est votre stratégie en la matière? Oui, alors, on a un problème effectivement avec les fonds européens qui sont souvent difficiles d'accès pour les collectivités ou les instances qui en ont besoin. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour une petite structure de préparer les dossiers pour pouvoir, au fond, prétendre à ces fonds européens. D'où la sous-consommation. Et c'est pour ça qu'il est important que la région qui pilote ces fonds européens, qui maintenant va même piloter le deuxième pilier de la PAC, enfin, en tout cas en partie, il est très important que la région accompagne en faisant vraiment une sorte de guichet, de service d'accompagnement à la constitution des dossiers afin de résoudre le problème de cette sous-consommation qui nous pénalise considérablement. Après, sur les fonds européens, je dois dire que j'ai visité l'UTT de Troyes, c'est-à-dire l'Université technologique de Troyes, et dans tous les centres de recherche de la région Grand Est, vous avez du matériel formidable qui est financé par les fonds européens. Et sur chaque machine, dans les laboratoires de physique, de physique quantique, de recherche vraiment très, très, très haute technologie, les appareils qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros parfois sont payés par les fonds européens. Donc, c'est très important de savoir et de montrer à quoi servent les fonds européens. Là aussi, c'est essentiel pour
pour éloigner les citoyens de cette défiance vis-à-vis de l'Europe qui est aujourd'hui devenue monnaie courante et c'est un peu trop facile. Voilà. Sur la question agricole, puisque maintenant la région va aussi gérer le deuxième pilier de la PAC avec les fonds de développement rural, moi je regrette que finalement le partage des compétences entre État et région soit fait encore une fois au détriment des régions. C'est-à-dire que quand même l'essentiel des aides vont être les aides surfaciques, comme on dit, mais enfin voilà, l'essentiel des aides vont être quand même gérées, pilotées, instruites, financées, enfin payées en tout cas par l'État. Et donc, moi, je voudrais qu'on aille plus loin dans la décentralisation pour que ce soit vraiment les régions qui sont d'ailleurs au plus proche des besoins des agriculteurs, hein, et notamment pour la transition bio, il faudrait que ce soit les régions qui pilotent ça. Mais ça, c'est un combat politique à mener, non pas vis-à-vis de l'Europe, mais en fait vis-à-vis de l'État en France, on voit l'Europe confier aux régions une compétence et l'État essaye d'en reprendre un morceau. Donc voilà, c'est un combat politique que doivent mener les conseils régionaux, élus là en juin, hein, parce que ça va commencer très très vite, dès le 1er septembre, donc ça va être un combat politique pour obtenir davantage de compétences encore. Oui, autre sujet en lien avec les problématiques environnementales, il y a la thématique du transport. Donc, quelles mesures concrètes souhaitez-vous mettre en place pour faciliter le transport transfrontalier? Êtes-vous favorable à une écotaxe régionale ou à des zones de faible émission transfrontalières? Alors, je suis extrêmement favorable à une écotaxe régionale, je la défends, mordicus, et je suis assez outrée que cette écotaxe ait été confiée à la CEA et à la seule CEA. Ça n'a aucun sens. D'abord, c'est une rupture d'égalité au sein de la région Grand Est entre le département d'Alsace et les autres départements. Deuxièmement, il risque d'avoir des transferts de camions vers la Lorraine, puisqu'on avait déjà des transferts de camions de l'Allemagne vers l'Alsace. Maintenant, on risque d'avoir des transferts vers la Lorraine. Mais surtout, la CEA n'a pas la compétence sur les transports par le rail. C'est la région qui a ces compétences. Donc, ce qui veut dire que la CEA va prélever une taxe sur les poids lourds qu'elle va réinvestir dans les routes, ce qui n'est pas du tout une manière écologique de participer à la transition environnementale. Ce qu'il faut faire, c'est étendre, enfin en tout cas obtenir la taxe poids lourd à l'échelle du Grand Est pour pouvoir utiliser le fruit de cette taxe pour financer l'amélioration considérable du transport par le rail et la gratuité de ce transport par le rail pour tous les habitants du Grand Est. On commencera pour les jeunes de moins de 25 ans dès cette année et on l'étend sur la mandature pour tous les habitants en le finançant comme cela par la taxe poids lourd. C'est vraiment la bonne manière d'envisager les choses. On ne prend pas une taxe sur les poids lourds pour refinancer de la route, parce que là, on tourne en rond. On prend une taxe sur les poids lourds pour financer du transport par le rail. Et d'ailleurs, il faut aussi que la région investisse davantage dans le fret. Là, je parle de transport de voyageurs, mais le fret aussi doit être favorisé, ainsi que le transport fluvial, puisqu'on a des grands axes d'Alsace vers Le Havre par les canaux de grand gabarit, et on a aussi les canaux de plus petits gabarits, type Fraissinet, qui doivent être remis en état, réutilisés. Donc, il y a des alternatives au transport des marchandises par camion. Et pour les petites voies toujours cette question des derniers kilomètres, etc., je suis sensible à une proposition qui a été faite par Olivier Girardin, conseiller régional sortant, qui envisage la création d'un établissement public régional pour reprendre en fait la gestion de ces lignes fines de desserte pour le fret, qui aujourd'hui ne sont plus utilisées par la SNCF. Comment on pourrait justement remettre en état ces petites lignes pour le transport de marchandises? C'est à travers un établissement public du type de l'établissement public foncier du Grand Est, par exemple.
Très bien, très, très intéressant. Maintenant, en matière vous parlez d'un nouveau modèle en matière de transport, en matière économique. Comment profiter au mieux de notre situation transfrontalière pour favoriser le développement économique du territoire, la création d'emplois? Comment vous démarquez-vous d'autres régions et territoires transfrontaliers? Par exemple, y a-t-il encore une place pour l'industrie dans notre région du Grand Est qui a été très marquée par un passé industriel très fort? Alors oui, il y a une place pour l'industrie, évidemment, et extrêmement importante hein, dans le Grand Est. On est la deuxième région industrielle de France, à part l'Île-de-France. Donc, c'est très important et ce ne sont pas des industries du passé. Quand on parle d'industrie textile, aujourd'hui, on parle de matériaux biosourcés, on parle d'applications pour construire des prothèses avec du lin, lin qui est produit en France par ailleurs, hein, on est le premier producteur de lin. On parle de transition évidemment pour les produits sanitaires, les masques, etc., etc. On parle d'applications utilisées dans la physique de très haute technologie, dans l'astronautique, dans l'aérospatiale, etc., etc. Enfin bon, bref, donc on est sur des choses vraiment d'avenir. Donc le lin, le coton, le textile sont des industries d'avenir dans notre région. Évidemment, il y a aussi des applications pour le vêtement, l'habillement, et donc et ça, c'est très important. D'autres exemples, la métallurgie, la sidérurgie ne sont pas non plus les industries du passé, et je me réjouis que l'Union européenne ait enfin, après plusieurs années de combat, adhéré au principe d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne sur notamment les aciers chinois, ce qui va permettre de redonner de la compétitivité à nos aciers du Grand Est et de lutter contre une concurrence déloyale. Bref, ces deux exemples, mais évidemment il y en a d'autres, hein, sont des exemples qui montrent que produire Made in Grand Est, ça existe, c'est possible, c'est très bien pour l'environnement, parce que ce sont des circuits courts, comme on dit, c'est très bien pour l'emploi, parce que ce sont des emplois qui sont voilà, dans nos territoires, qui existent déjà, ce sont des savoir-faire, et donc ça irrigue les filières de formation en amont. Ce sont des emplois en fait aussi où il y a une tradition chez nous et une vraie fierté dans ces métiers, dans ces filières. Et ça, c'est inestimable. Il ne faut surtout pas perdre ça. Et je m'inquiète de voir que quand on va dans les Vosges, quand on va à Mulhouse, quand on va à Troyes, on a parfois des entreprises qui marchent très bien, dans le textile par exemple, et qui disent, mais là, on va avoir des départs à la retraite assez importants. Et en fait, on n'a pas les filières de formation qui permettent d'avoir des jeunes formés pour que ceux qui sont sur le départ en retraite puissent leur passer le relais et les accompagner dans un premier temps par une sorte de tuilage. Donc ça, il faut avoir une vision qui permette d'anticiper ça. Donc revoir complètement la carte des formations professionnelles pour l'emploi. Puis la transition écologique, c'est au service de l'emploi aussi. Parce que s'appuyer sur le Made in Grand Est, développer les circuits courts, c'est aussi évidemment travailler sur des filières qui sont les filières de la transition énergétique. Donc, pourquoi ne pas développer une sorte d'Airbus du solaire dans notre région qui permettrait de créer beaucoup d'emplois et d'équiper un certain nombre d'établissements en panneaux solaires fabriqués dans le Grand Est, avec le concours des universités, des centres de recherche de notre région, pour travailler justement sur l'un des aspects extrêmement importants et sous-dotés de la région, qui est la question de la recherche. Parce qu'à mon avis, il y a un point sur lequel il ne faut pas transiger, c'est qu'on est la région où l'on investit le moins dans la recherche, que ce soit public ou privé. 1,3%. C'est beaucoup trop faible. Il faut porter ce budget au moins à 3%, au moins justement dans les objectifs européens, mais à l'intérieur de la région Grand Est. Si on sous-investit aussi bien public que privé dans la recherche, ça veut dire qu'on se prive à terme des emplois de demain et des filières d'avenir. Donc, réinvestir dans la recherche, soutenir massivement justement les universités, les écoles d'ingénieurs, etc.
Et tout ça en lien avec les industriels pour justement promouvoir ce Made in Grand Est. Mais moi, j'y crois énormément et je suis absolument persuadée que nous avons un potentiel formidable en nous appuyant justement sur ces savoir-faire et sur cette tradition du travail bien fait, du travail voilà, rigoureux, qui est là aussi un de nos points communs. Donc, transfert des compétences, recherche et développement, attractivité pour les filières industrielles. En fait, les jeunes sont très présents dans votre discours. Comment, vous avez parlé tout à l'heure du programme Erasmus. Comment souhaiteriez-vous encourager et développer la mobilité européenne des jeunes du Grand Est? Beaucoup ont parlé dans les filières de formation pour qu'on puisse avoir des échanges intégrés dans ces filières. On a des stages qui sont obligatoires dans un certain nombre de formations et c'est très bien. Il faudrait que justement il y ait une forme de banque des stages qui intègre une dimension transfrontalière pour que les jeunes puissent plus facilement aller faire leur stage de l'autre côté de la frontière. Évidemment, ça repose sur des capacités en langue, bien sûr, qui sont essentielles. Le développement des filières et des lycées, des filières bilingues et des lycées avec des composantes européennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est très important. On n'a pas parlé de la pratique sportive, mais le sport est aussi un des moyens d'échange entre de part et d'autre de nos frontières et fédérer à l'échelle transfrontalière les fédérations sportives, les associations, organiser des tournois, des compétitions sportives transfrontalières est aussi l'un des moyens de participer à ce renforcement du sentiment d'appartenance commun. Sans parler du tourisme, mais bon, le développement du tourisme, le tourisme entre nos régions est déjà une réalité. Je souhaite qu'on continue à développer cet écotourisme qui permette de concilier la protection de l'environnement, de la nature, avec justement les objectifs de développement touristique de nos régions. D'accord, très bien. Vous nous avez expliqué que vous êtes une fille de la frontière avec notamment du Luxembourg. Il y a un sujet d'actualité qui vient d'apparaître avec la question de l'initiative d'un impôt minimum pour les sociétés, ce qui est quelque chose qui va avoir un impact sur cette relation avec nos voisins du Luxembourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas seulement, en l'occurrence, c'est pas le Luxembourg qui est visé dans cette initiative. Je dirais, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne initiative de dire, voilà, on ne doit pas faire du dumping fiscal et de la concurrence sur le taux d'imposition sur les sociétés. À la fin, est néfaste à tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas une bonne manière de se développer. Et bon, ça ne concerne pas seulement le Luxembourg. Et d'ailleurs, sur le Luxembourg, les avantages du Luxembourg sont aussi d'autres ordres par rapport au c'est pas seulement une question de fiscalité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement une question de fiscalité. Donc voilà, l'impôt minimal européen, l'impôt minimal mondial, je veux dire, sur les sociétés, c'est une très bonne chose pour lutter contre les formes de concurrence déloyale. Et je pense que ça vise aussi, bien sûr, les GAFAM, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des monstres du numérique qui ont gagné des dizaines de milliards de dollars depuis un an pendant la crise de la pandémie, qui au fond se retrouvent avec des taux d'imposition ridicules dans tous les pays du monde. Puisqu'ils ne payent leurs impôts à la fin de nulle part, quasiment, ni aux États-Unis, ni en Europe, voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative, mais qui ne concerne pas, qui n'est pas dirigée contre le Luxembourg. Donc voilà. Oui, non, mais bien sûr, tout à fait. En dehors, dans le contexte transfrontalier, il y a également des problématiques environnementales. Il y a de nombreux dossiers dans notre région du Grand Est environnementaux qui font polémique et qui inquiètent nos voisins européens. Donc, il y a le projet Stocamine
Il y a l'état des centrales nucléaires, le stockage des déchets radioactifs. Quel est votre avis sur ces sujets? Alors, alors là, vraiment, on est dans les sujets d'intérêt général qui nécessitent de regarder les choses clairement. Stockamine est un projet inacceptable et pour les Français et pour les Allemands. Enfin, je veux dire, c'est un projet inacceptable parce que c'est une mauvaise manière de faire qui est contraire à l'objet initial de Stockamine, qui devait être un lieu de stockage temporaire de déchets chimiques, je rappelle, de classe 0 et 1, donc extrêmement dangereux. Donc, il est inacceptable que le gouvernement, tout d'un coup, décide que Stockamine devienne un site permanent, alors qu'il était prévu pour durer 25 ou 30 ans. Bon. Donc, je comprends l'inquiétude des Allemands par ailleurs. Il y a des inquiétudes en Alsace aussi, et tout à fait légitimes. Donc, moi, je suis pour le déstockage de Stockamine. Et il faut travailler en revanche avec les Allemands qui, eux, ont la technique pour traiter les déchets chimiques de classe 0 et que nous n'avons pas. Donc, il faudrait travailler avec eux pour voir comment on peut faire éventuellement pour pouvoir traiter avec eux ces déchets. Deuxièmement, Bure, c'est la même chose. Au fond, il est mauvais pour l'environnement et de très mauvaise politique, mauvais pour les finances publiques aussi, hein, d'envisager cet enfouissement dans des couches très profondes de déchets nucléaires de haute activité et à vie longue. Donc extrêmement dangereux et qui vont durer des milliers d'années. Donc c'est le principe de précaution qui est entré dans la Constitution en France signifie qu'au fond, on doit toujours laisser la possibilité aux générations futures de revenir sur des erreurs qu'on aurait faites et de pouvoir traiter des choses que nous, on ne peut pas traiter. Si on enfouit comme ça dans ces couches profondes, ça veut dire que c'est terminé pour, je dirais, de toute éternité. Hein. Donc, ça, c'est inacceptable du point de vue de la justice politique, enfin, je dirais même une dimension kantienne de la politique qui est au fond qu'on ne peut pas justement faire quelque chose qui engage après nous des générations qui n'ont rien demandé et qui n'auront pas eu leur mot à dire là-dessus. Bon. Donc ça, je pense que c'est des questions qui ne sont pas seulement des questions qui touchent nos voisins, mais enfin, ça nous touche nous en tant que citoyens tout simplement. Donc voilà ma position. Quant aux centrales nucléaires et à leur niveau comment dire, c'est l'autorité de sûreté qui contrôle donc les centrales nucléaires, qui en France est compétente sur ce sujet. On sait qu'on a un sujet sur le démantèlement à venir de certaines centrales, sur son coût, etc. etc. Pour le coup, voilà, il faut être extrêmement vigilant sur le degré d'usure de ces centrales. Voilà. Et ça, c'est aussi un sujet, évidemment, sur lequel on doit avoir toute transparence par rapport à nos voisins. D'accord. Et justement, donc, là, vous nous projetez dans votre vision de l'Europe pour demain. Est-ce que vous pouvez nous la développer? Quel est votre idéal européen pour conclure un peu cet entretien? À quoi ressemblerait pour vous une Europe des territoires? Une Europe des territoires, ce serait une Europe un peu moins bureaucratique et un peu plus proche des citoyens. C'est une Europe qui reposerait beaucoup sur la culture, sur les échanges, sur les langues, qui permettraient au fait à tout le monde aussi de voyager à l'intérieur de l'espace européen réellement, hein, c'est-à-dire d'aller passer du temps dans différents pays, qu'on puisse tous faire le grand tour. Dans l'Antiquité, ils faisaient le grand tour de la Méditerranée en allant en Grèce notamment, pour les citoyens romains. Et ça serait bien qu'on puisse faire ça, que le plus grand nombre possible de citoyens européens, au moins dans leur jeunesse, puissent faire un tour de l'Union européenne comme ça. Et ça ferait partie, je dirais, de mes utopies, si on parle d'utopie. Voilà. Et je pense qu'on est toujours beaucoup plus intelligent quand on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes réflexes,
qui n'ont pas été élevés dans le même cadre de pensée, même s'ils sont très proches l'une autre. Ça rend toujours beaucoup plus intelligent et beaucoup plus attentif parce que ça développe au fond une capacité de faire un pas de côté et pour regarder les problèmes différemment. Ensuite, mon Europe, pour moi, elle doit être aussi évidemment une Europe sociale, c'est-à-dire une Europe où il y ait, on a déjà une confédération européenne évidemment des syndicats qui est active, hein, mais il faut qu'on ait une Europe qui soit une Europe où les droits des travailleurs sont mieux défendus et où on n'a pas et où en fait on n'utilise pas la liberté de circulation comme un outil au service d'un dumping social. Voilà. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à l'Europe dans les dernières années, c'est cette délocalisation à l'intérieur de l'espace européen où on mettait en concurrence des ouvriers tchèques avec des ouvriers du nord de la France dans l'industrie automobile. Enfin, vous voyez, ça a fait beaucoup de mal à l'idéal européen. Et donc, je montrer que l'Europe sert à défendre les droits de ses citoyens, comme au fond, elle est basée sur les droits. Ça, c'est pour moi reconquérir le cœur des citoyens européens. Et puis, je veux dire un mot quand même du rapport de l'Europe au monde. Hein. Je pense qu'on ne peut pas construire l'Europe comme une forteresse. On ne peut pas redonner un idéal européen autour uniquement de Frontex, autour des murs qu'on hérisse, hein, ou des barbelés qu'on dresse aux frontières de l'espace européen. On doit être fier d'être l'Europe des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça veut dire le droit d'asile, qui est un droit fondamental, reconnu par toutes les conventions internationales, pas seulement dans l'espace européen. Donc, c'est aussi notre rôle, en tant que citoyens européens, de défendre cet héritage-là, puisque, voilà, on parlait des grands philosophes des Lumières, nous sommes les héritiers des philosophes des Lumières. Et nous avons ce bel héritage intellectuel, moral, politique, philosophique à défendre. C'est ça qui a fait la force de l'Union européenne, qui n'est pas née après-guerre pour rien. Il y a eu aussi le drame de la Deuxième Guerre mondiale, la tragédie même, et il faut se souvenir que ceux qui ont créé l'Europe l'ont fait avec les images de cette tragédie en tête. Et c'est au moment où ils ont été le plus durement touchés que les hommes ont souvent su trouver les idées les plus justes. Donc, soyons fiers de cet héritage-là. Et voilà, prenons notre part aussi de la souffrance des autres qui ont beaucoup à nous apporter quand ils viennent en Europe. Donc, voilà, je pense que l'Europe a beaucoup mieux à faire que se construire comme ça sur le rejet des autres. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons conclure cet entretien. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, nous allons conclure ce troisième entretien. Donc, le prochain rendez-vous sera avec votre challengeuse Brigitte Klinkert pour la liste La Force des Territoires. Donc, cet entretien aura lieu le lundi prochain, le 14 juin à 19 h. Merci beaucoup Aurélie Filippetti et très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.